La Grèce au bord du gouffre, une sentence prononcée par le président de la République, Karolos Papoulias, le chef de l'État grec, le disait après les émeutes de mercredi dernier. 3 salariés d'une banque venaient alors de mourir dans leur agence, des locaux incendiés par de jeunes manifestants. L'ambiance dans le pays depuis reste explosive. Le plan d'austérité qui demande d'importants sacrifices à la population soulève la colère des Grecs. Le gouvernement grec s'est engagé à économiser 30 milliards d'euros sur 3 ans, une condition dictée par l'Union européenne et par les envoyés du FMI dépêchés à Athènes pour remettre le pays sur pied. Le 6 mai, lorsque les députés votent la cure d'austérité sans précédent, 15 000 manifestants se massent devant le Parlement. On ne veut pas de ces mesures qui sont insupportables. Elles vont rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Bring back the stolen money, that is. Rendez-nous notre argent. Qui l'a volé? Les 300 politiciens là-dedans et quelques autres, comme les aristocrates, les riches, pas nous. Je vais perdre mon job dans quelques mois, c'est sûr. Je pense que tout le monde a plus ou moins la même perception, que le système financier se casse la figure et qu'on demande aujourd'hui aux citoyens de la classe moyenne de payer les pots cassés. Depuis bientôt 4 décennies, 2 grandes familles se partagent le pouvoir, un système sclérosé auquel les électeurs ne font plus confiance. Réélu à l'automne 2009, c'est aujourd'hui aux socialistes du parti PASOK de réduire la dette abyssale de 300 milliards d'euros. La note, très salée, sera surtout payée par le secteur public. D'un côté, on diminue les salaires dans le secteur public. C'est une réduction qu'en tout presque 20%, je dirais. C'est très important. Et de l'autre côté, on diminue le nombre d'employés au secteur public, c'est-à-dire tous ceux qui travaillaient, qui n'étaient pas des employés publics permanents, ne vont plus voir leur contrat se renouveler. Ça concerne à peu près même plus de 100 000 personnes. Et on va restructurer tous les organismes publics en diminuant leur nombre. Je vous dis, moi je pars en septembre. Je laisse Grèce. Je trouvais du boulot à l'étranger, j'en ai marre, je ne peux plus. On a marre de ce système. Je préfère, si je reste en Grèce, vraiment laisser tout et recommencer à refaire ma vie. J'en ai marre. Et je pense que c'est le sentiment qui existe à ce moment. Et il y a beaucoup de gens comme moi et des gens plus jeunes qui sont en train de penser comme ça, de refaire leur vie dans l'étranger. Il y a une vague migratoire. Si moi je suis payé comme universitaire 1 500 € par mois, je ne crois pas que c'est un grand salaire. Alors si ça s'est coupé, je me demande comment je vais vivre. Aujourd'hui, le salaire moyen est de 789 €. Chacun sort sa calculette pour voir ce qui lui restera pour vivre, comme Emmanuel Cosadinos. Actuellement, maintenant, si on peut comme ça calculer très vite, au pied levé, avec les mesures qui vont être appliquées, un médecin hospitalier senior qui déjà a été payé la moitié de ce qu'il est payé dans un pays comme la France, par exemple, va voir son pouvoir d'achat diminuer de quasiment 40 à 45%, ce qui est vraiment tout à fait difficile à assumer. Nous étions silencieux et passifs pendant trop longtemps. Peut-être qu'il fallait qu'on arrive à ce point-là pour nous rendre compte de la réalité. Il nous faudra de la volonté à tous les niveaux pour qu'on redéfinisse notre façon de fonctionner. Cette rigueur a été dictée par le Fonds monétaire international, également par l'Europe. Oui, d'abord, il y a les mesures qui touchent tout le monde. Les taxes sur le carburant et les cigarettes ont été augmentées. La TVA grimpe de 21 à 23% et tous les Grecs doivent s'attendre à payer plus d'impôts. Ensuite, 3 groupes de personnes sont plus particulièrement visés. Ce sont les fonctionnaires, les retraités et les jeunes. D'abord, les fonctionnaires, leurs revenus seront revus à la baisse. Par ailleurs, près de 100 000 personnes dans ce secteur seront renvoyées. Deuxième groupe, les retraités, ils doivent s'attendre à des réductions de revenus de 7%. En plus, l'âge de la retraite sera repoussé pour tous à 65 ans. Enfin, les jeunes, eux, seront particulièrement touchés par la baisse du salaire minimum qui tombe de 700 à près de 500 €. Et encore une mauvaise nouvelle pour les jeunes. Pour un premier emploi, les entreprises grecques pourront embaucher en dessous même de ce salaire minimum. Alors, aucun autre pays de l'Union européenne n'a subi un tel régime si brutal. D'ailleurs, les autres
autres pays membres voient la Grèce, je dirais, comme un laboratoire pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans les sacrifices demandés à leurs citoyens sans causer un soulèvement général. Alors, est-ce que cette crise grecque, cette situation à Athènes est comparable à celle d'autres pays membres de l'Union européenne? Pas tout à fait, car même le Portugal et l'Espagne, qui sont pourtant également dans le collimateur de l'Europe, pour leurs mauvaises performances, sont bien mieux placés. La dette portugaise s'élève par exemple à 77% du PIB, celle de l'Espagne à 53%. Et concernant l'endettement, seule l'Italie se trouve dans une situation semblable et aussi désastreuse que la Grèce, avec 115% du PIB. Et pour avoir peut-être une vision de l'ensemble des 16 pays de toute la zone euro, on peut dire que la Commission européenne s'attend à un endettement global de 84% du produit intérieur brut pour cette année 2010. Syriza qui monte, Syriza qui monte, Syriza qui monte, Syriza qui monte. Voilà, il va réveiller l'Europe. Alors, est-ce que tu vas réveiller l'Europe, mon fils Syriza? Ouais. Syriza réveille l'Europe. Heureusement qu'il est là. Heureusement que la Grèce est là pour réveiller l'Europe. Syriza est là, heureusement qu'il est là. Syriza réveille l'Europe. 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 Dans Seine-Saint-Denis, on s'est aperçu que nous, on s'est mobilisé contre l'austérité qui frappait nos villes, mais qu'on n'arrivait à rien. Pour gagner, il fallait réussir à faire sauter les choses plus haut. Et donc vraiment, la victoire de Syriza dimanche prochain, si ça se réalise, ça peut permettre de faire sauter tout le carcan de l'austérité qui tient l'Europe, qui tient le gouvernement. Bon, le gouvernement se laisse tenir, il est un peu volontaire aussi. Mais en tout cas, ça pourra ouvrir un vrai espoir pour que dans toute l'Europe, on se mobilise contre l'austérité. Donc voilà. Je crois que ça peut avoir des répercussions même en France, parce que c'est loin à la Grèce quand même. Non, je pense que ça aura des répercussions même en France, parce que si demain Syriza gagne, ils seront obligés de revenir sur une partie de la dette grecque, ils seront obligés de revenir sur les règles budgétaires, de revenir sur la façon de faire l'euro. Et dans ce cas-là, ça pourrait redonner tout un souffle différent pour l'ensemble des pays. Après, le gouvernement français ne pourra plus dire « Ah ben oui, mais on doit rembourser les dettes, parce que ces dettes, ce n'est pas les nôtres. » Et Syriza dit bien « c'est pas les nôtres. » Ils ne pourront pas nous dire « On ne peut pas faire d'investissement, parce que Syriza va faire de l'investissement, et donc va faire un déficit plus important que ce qu'autorise l'Union européenne, etc., etc. » Tout ce que va gagner Syriza, on pourra dire ici, nous aussi, on peut le faire, on veut la même chose, et on pourra faire sauter ce carcan austéritaire qui fait qu'il y a moins d'argent chez nous, par exemple, pour la culture, pour l'insertion des jeunes, pour la transition énergétique, etc., etc. Et que pourra faire Syriza pour protéger sa population de la politique d'austérité? S'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils pourront faire concrètement? Je crois que Syriza pourra réellement se protéger des pressions extérieures, que si l'ensemble du peuple grec se mobilise et dans la rue très rapidement, mais si dans l'Union européenne, partout, dès l'élection de Syriza, il y a des manifs pour dire on est aux côtés du peuple grec. Pour ça, il n'y a que la mobilisation populaire qui pourra faire que Syriza aura vraiment de la marge de manœuvre pour empêcher l'Union européenne de refermer le couvercle qui serait ouvert par une victoire électorale là-bas. Et techniquement, sur la politique grecque, qu'est-ce que veut faire Syriza pour les gens qui connaissent pas bien? Alors Syriza a un programme vraiment en deux volets. Il y a un programme d'abord en Grèce qui est de dire c'est pas possible que les armateurs ne payent rien, que les riches ne payent rien, il n'y a pas de cadastre, donc il n'y a pas d'impôts locaux. Donc il y a un premier truc qui est aussi de lutter contre la corruption. Donc en Grèce, il y a déjà des choses à faire. Mais le deuxième volet, c'est de dire la dette qu'a contractée la Grèce, c'est souvent pas sa dette, c'est une dette qui est à, je crois, 30% c'est de l'armement, 40% c'est du pétrole, après c'est ce qu'on a dû payer aux banques sur les taux d'intérêt. Et donc Syriza demande une renégociation de la dette pour que toute la dette illégitime soit supprimée et ensuite qu'il y ait de l'argent de l'Union européenne, du FMI, etc. Mais de l'argent qui serve à relancer l'activité sur des activités qui sont soit socialement utiles, écologiquement soutenables, qui répondent vraiment aux besoins sociaux du pays et qui ne répondent pas, comme on le fait en France par exemple, à faire des cadeaux aux multinationales pour finalement pas qu'elles créent de l'emploi mais qu'elles rétablissent leur marge, qu'elles fassent plus de bénéfices. Tu crois qu'elles peuvent carrément refuser de payer les intérêts de la dette? Mais je crois que Syriza peut refuser de payer les intérêts de la dette. En Seine-Saint-Denis, par exemple, les élus du Front de Gauche ont proposé, lors du dernier budget départemental, que ce que l'État avait enlevé comme argent de nos départements, ça soit enlevé
soustrait de ce qu'on rembourse aux banques, ce que le département rembourse aux banques. Bien sûr, la majorité socialiste l'a pas accepté, mais c'était tout à fait possible. Bon, ça aurait été une bagarre avec les banques, mais ça aurait été possible. Et je pense que Syriza peut le faire et pourra le faire si tout le monde se mobilise à ses côtés, en Grèce, mais aussi en France et en toute l'Europe. Si on est là, c'est pour dire que si c'est une victoire de Syriza dimanche prochain, on espère que ça va réveiller l'Europe, que ça pourra faire sauter le carcan austéritaire qui est sur l'Europe. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On espère franchement que ça va donner de la stimulation à nos amis qui sont timides et pour que la gauche enfin ait un peu d'espoir à Paris, en France et en Europe aussi, l'Espagne. Maintenant, messieurs, je vous donne 30 secondes pour sortir, j'appelle la police parce qu'il y a Vigipirate, vous n'avez pas le droit de rentrer. C'est privé, monsieur. Non, c'est parisien, c'est à nous. C'est nos impôts. C'est la ville de Paris. C'est la ville de Paris. Téléphonez aux adjoints. Nous sommes parisiens. Téléphonez aux adjoints. On paye, c'est nos impôts. Syriza, Troïka, basta. Syriza, réveille l'Europe. Syriza, basta. Vous sortez. La maison de l'Europe, c'est la date. Si. Non. Vous savez mieux que tout le monde. C'est un bâtiment public. Les bâtiments publics risquent pas d'être propriétaires de ça, Paris. Basta. Ça ne nous intéresse pas de discuter. Syriza réveille l'Europe. Syriza réveille l'Europe. Troïka, basta. Syriza réveille l'Europe. On ne veut pas sortir de l'Union européenne, on veut que l'Union européenne respecte les principes sur lesquels elle a été fondée, à savoir le respect des choix démocratiques des peuples des pays membres, le principe de non-ingérence dans les affaires internes et avant tout le respect et la promotion du modèle social européen qui est justement ce qui fait la différence de l'Europe avec les autres parties de notre planète. Alors on donne rendez-vous maintenant à tout le monde samedi prochain à 14 h autour de la bourse du Palais Brognard, puisque la préfecture de police a décidé de nous interdire de faire notre chaîne humaine autour des bureaux du Parlement de l'Union européenne à Boulevard Saint-Germain. Donc voilà, l'autoritaire va avec l'austérité, c'est pour ça que c'est l'austéritaire. Et donc nous avons choisi un autre symbole, nous ferons une chaîne humaine autour de la bourse, l'ancien Palais Brognard, place de la bourse. Une chaîne humaine pour briser les chaînes de l'austérité, et nous tournerons autour pour faire tomber le mur de l'argent qui risque de se dresser devant Syriza. Vendredi 16 janvier, 12h30, nous sommes devant le métro Europe, dans le 8e arrondissement de Paris. Nous sommes avec, il y a des gens qui sont là, qui affluent petit à petit. Rita et Victor, vous êtes ici avec des pancartes. C'est en français, je vois, et en grec. Troïka basta. Pouvez-nous dire 2 mots sur le sens de cette action, Victor? Avec les pancartes, mais avec de l'espoir aussi, parce que pour la première fois, le peuple grec va pouvoir se prononcer contre l'austérité, en tout cas démocratiquement. La Troïka basta, parce que la Troïka essaye de l'en empêcher et fait des pressions, que ce soit au niveau de la Commission européenne, au niveau des institutions financières, ou même des chefs d'État. Là, il y a Rajoy qui a soutenu les adversaires de Syriza. Enfin, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de pression internationale sur des élections démocratiques. Le peuple grec doit décider, et on doit le laisser décider. Troïka basta. Rita, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de certains dirigeants européens qui, au sujet des élections grecques, nous avons eu des déclarations de Jean-Claude Juncker, de Pierre Moscovici, ils sont pas tout à fait, enfin, je dirais qu'ils sont plutôt hostiles à un changement politique en Grèce. Est-ce que ça se justifie d'après vous? Non, parce que c'est le peuple qui décidera, et c'est fou que les dirigeants se prononcent pour influencer les décisions. Et on est tous ici contre l'austérité, notamment. Et j'espère que la Grèce pourra s'en sortir de cette crise. Vous êtes contre cette forme d'ingérence, donc? Vous ne pensez pas que c'est le rôle des instances européennes de prendre position sur les élections dans les pays d'États membres?
Bah non, et encore heureux, enfin. Le peuple de décider, et laissons le peuple décider. C'est pas le rôle des instances européennes, c'est pas le rôle de M. Moscovici de non, dire... Certainement pas. Sinon il va dans tous les bureaux de vote voter à la place des Grecs. Ah bah ça serait marrant, hein, mais... Les Grecs, pourquoi pas les Espagnols et tout ça, enfin, non mais... On n'en finit pas après, hein. Non, c'est sûr. C'est la porte ouverte à tous les abus. Exactement. Bah, bon courage, bonne réussite à votre campagne, hein. La fraternité contre l'austérité. Notre campagne. Notre campagne, parce que j'en fais partie, oui, j'interviewe, mais je suis partie prenant aussi, hein. C'est un peu, voilà. Troïka, basta. Vendredi 16 janvier 2015, nous sommes devant la station de métro Europe. Je suis là, vous voyez, il y a déjà des gens qui affluent petit à petit avec des pancartes. Il est 12h30. Je tombe. Je vais vous demander, Evelyne, pourquoi vous êtes là? Vous avez une pancarte. Oui. C'est marqué la Grèce vote le réveil des peuples d'Europe contre l'austérité. Troïka basta. Oui. Eh bien, écoutez, vous avez des choses à nous dire peut-être? Oui, parce que nous sommes tous des Grecs en ce moment. Si les Grecs arrivent à contester la politique européenne qui nous impose la suppression de nos services publics, la précarité, qui nous impose la loi de la finance, eh bien nous sommes tous des Grecs. Il faut qu'aux élections grecques, il y ait un sursaut, il y ait un réveil, parce que nous sommes tous écrasés, en tout cas les couches populaires, par les politiques d'austérité européennes, que nous n'avons pas choisies. Madame Merkel, on n'a pas voté pour elle, la Troïka non plus. C'est une action de solidarité alors envers le peuple grec? Plus que de la solidarité, nous sommes concernés. Si les Grecs gagnent, arrivent à renverser un petit peu ces politiques qu'on nous impose à tous, peuple européen, eh bien nous les soutiendrons parce que c'est notre but, c'est de changer d'Europe. Là en France, on n'arrête pas de nous bourrer le crâne avec la Grèce, c'est les fautifs quoi. C'est à cause d'eux qu'on en est là en Europe. Et toi, c'est tout l'envers. Il faudrait qu'on décortique tout le système pour montrer nous que la Grèce elle a raison. Voilà. Parce que si on dit solidarité, d'accord. Mais il faut aussi comprendre, il faut tout décortiquer, tout dire, ben voilà. T'as pas dit non plus, toi, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu l'élection? Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que des gens ont été réembauchés alors qu'ils avaient été licenciés? Est-ce qu'il s'était passé des choses? On a besoin de le savoir, sinon on ne se rend pas compte. Et moi, je sais qu'il s'est passé des choses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci. Donc plein de questions pour passer. La faillite, c'est justement parce qu'on ne touche pas aux riches. C'est ça que Syriza et toute force de gauche souhaitent changer. Hein. Donc là, il y a énormément de questions. Je vais essayer de les regrouper. Alors Syriza a quand même gouverné hein, pendant combien le temps passe? Ça fait 4 mois maintenant. On va vers le 5e mois hein, et il y a il y a eu toute une série, c'est plus que la commune, dit le camarade, et ça c'est déjà un bon point. Des mesures sont mises en place, ceux qui, dans le cadre d'un régime d'asphyxie financière totale, hein, on n'a pas idée de quelle manière le gouvernement de Syriza récupère des fonds. Moi je dirais que ça relève quasiment de la magie. Hein. Alors au niveau
de la fiscalité. Il y a beaucoup de, justement, dans le projet, dans ce que Syriza propose aux négociations, il y a une réforme fiscale conséquente avec une progressivité de l'impôt, une abrogation de plusieurs niches fiscales, notamment la taxation des transactions triangulaires. Alors au niveau des privatisations, dans l'accord du 20 juin, il y a une clause qui dit que le gouvernement ne va pas retirer les privatisations qui sont déjà en route. Le programme de privatisation que Syriza propose dans les négociations, ça concerne essentiellement des biens immobiliers de l'État, des sociétés de Paris, comme un peu la Française des Jeux. Il n'y a pas de mention sur les entreprises stratégiques comme l'énergie, les infrastructures, ce que demandent les créanciers. Hein. La prévision, c'est que les ressources de la vente de ces biens, qui correspondent quand même à des sommes assez considérables, parce que l'État a toujours des biens dont il ne s'occupe pas parfois. C'est censé financer justement les caisses d'assurance et de retraite et la création d'une banque publique d'investissement qui à son tour financera toute une série d'activités, notamment d'investissement public et de l'économie sociale et solidaire. Quelle est la situation des médias? C'est une situation tout à fait particulière, à savoir que les chaînes privées grecques, depuis des décennies maintenant, n'ont pas payé les droits pour l'utilisation des fréquences publiques, n'ont pas reversé les impôts ni la taxe sur la publicité. Et ces sommes correspondent à des centaines de millions d'euros que le gouvernement de Syriza a décidé de recouvrer. On verra qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y en a qui vont fusionner, est-ce qu'il y en aura qui vont tout simplement fermer, mais ça ne nous concerne pas. C'est pas au peuple grec de payer le fonctionnement de médias qui soutiennent la propagande de l'oligarchie. Et qui par ailleurs sont endettés jusqu'au cou aux dépens de la société et du peuple grec. La télévision publique, justement, ça fait... c'est déjà voté depuis près d'un mois. Maintenant, nous sommes sur la phase où cela doit être mis en place. Normalement, ça devrait, le 11, ça devrait commencer à émettre. Alors, apparemment, il y a pas mal d'aspects techniques qui n'arrivent pas à être résolus comme ça du jour au lendemain. Alors, un mot sur l'Église. Effectivement, l'Église est un grand propriétaire, mais ça, voilà. Propriétaire, oui, d'accord. Ce sont des biens qui, pour la plupart, ne sont même pas répertoriés, puisque leur titre de propriété, ça remonte à l'Empire ottoman, à des cessations du... et donc ce n'est pas du tout des biens qui sont enregistrés dans un cadastre, qu'on pourrait évaluer à telle ou telle somme. Certains d'entre eux sont occupés par des particuliers, c'est-à-dire des gens modestes qui, au lieu de s'acheter un terrain, ont été tout simplement construire leur maison sur un bien de l'Église, et ils ont très bien fait. Moi, je cautionne. Et l'État grec a cautionné jusqu'à présent, l'Église aussi. Donc, ça prouve que c'est un problème assez complexe. L'Église d'Athènes, disons, a proposé qu'une partie de ces biens soit cédée à des citoyens sans propriété pour les exploiter, répandu pour les groupes multinationaux. En fait, la mesure préconisée, c'est que 26% du chiffre des transactions avec l'étranger d'une entreprise appartenant à un groupe, si ce sont des transactions dans le cadre du même groupe, ou même s'il y a suspicion que ce soit une transaction même du même groupe, que 26% de la transaction soit préemptée par l'État à la source. Et là-dessus, effectivement, la Commission européenne n'était pas tout à fait d'accord. Mais nous l'avons voté quand même. La question de la solidarité,
Qu'attend le peuple grec? Il faut construire quelque chose c'est pas... c'est des deux côtés. Ce n'est pas évident. Là, nous sommes dans un autre monde. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans une Europe qui est en train de s'intégrer, enfin, d'après nous, de mauvaise manière, mais enfin, il y a une intégration. Et donc, l'objectif serait justement de mettre en place des vraies synergies de combat, avec exactement à la manière dont Gilles l'a préconisé, avec des jumelages de collectivité à collectivité, de syndicat à syndicat. Voilà, et je reviens, je vais essayer de clôturer avec une citation. C'est dans un recueil qui s'appelle Le printemps est reporté. Hein. Donc le poème, ça s'appelle 1 million de piqûres d'abeilles, où justement il dit que même, enfin le sens de ce poème, c'est que même si on est dans un rapport de force défavorable, dans chaque lieu, toute initiative compte, et que en multipliant ces initiatives, on peut arriver à créer un système convergent qui pourrait un jour, peut-être bientôt, produire un grand changement. Drapeau grec, chants et scènes de liesse. Environ 5000 personnes ont fêté cette nuit le non au référendum à Athènes. Ils ont crié non aux créanciers, non à l'austérité, non aux nouvelles mesures de rigueur. Place Syntagma, il y avait surtout une foule d'espoir. Les Grecs n'ont peur de rien. Il faut que les leaders européens le sachent. Nous voulons une Europe démocratique où la justice sociale prévaut. C'est la vision que Tsipras a pour la Grèce et nous la partageons, dit cet homme. Les gens ont réussi à mettre la peur de côté. Il faut aller de l'avant et signer un accord. On sait que ce sera douloureux. On a toujours l'espoir de mettre un terme à la corruption et à notre système politique pourri. La Grèce attend de prendre son nouveau départ, ajoute ce manifestant. L'Europe est pour les peuples, pas pour l'argent, scandent d'autres manifestants. Et si certains rêvent d'un grand soir, d'autres redoutent que la déception succède à l'euphorie de la victoire. Est-ce que vous comprenez d'abord, Manolis Kosadinos, ce qui se passe à l'instant présent? Avez-vous le sentiment que les Européens cherchent vraiment une solution, ou que la sortie de la Grèce de la zone euro est aujourd'hui dans toutes les têtes? Écoutez, on comprendra ce qui se passe réellement une fois l'acte de ce drame terminé. Hein. Parce que aujourd'hui, il y a des déclarations des dirigeants, des responsables, qui vont dans plusieurs sens. Hein. Il y a eu, il y a quelques minutes, là, il y a eu l'allocution du Premier ministre grec devant le Parlement européen, une première d'ailleurs. Ça a été une séance assez mouvementée où les uns et les autres se sont exprimés et où le Premier ministre a été très largement applaudi, et pas seulement par les eurodéputés de son parti. Oui, on a entendu une partie de l'extrême droite le soutien, et un des députés allemands disait qu'il avait de drôles d'amis, votre Premier ministre, parce qu'il a aussi une étrange conception, c'est vrai, vue de France aussi, de la démocratie, de l'égalité, de la solidarité. On veut bien tous être solidaires, mais il y a aussi des règles à respecter. C'est le nœud du problème, au final. Hein. Mais justement, la Grèce respecte les règles. Hein, Elle doit 40 milliards d'euros à la France, 330 milliards au total, beaucoup d'argent au FMI, à la Troïka, à la BCE, donc cet argent ne le remboursera pas. Ah bah si vous dites ça, ça veut dire que déjà vous plaidez pour l'effacement d'une grande partie de la dette grecque. Je serais tout à fait d'accord avec vous. Oui. Une grande partie doit être effacée, sinon cette dette ne pourra pas être soutenue. Jean-Seb nous dit que ça devient, sur Twitter, il s'exprime, ça devient une véritable tragicomédie. Une crise grecque qui n'honore pas la cause européenne ni les politiques. Qu'en pensez-vous? Rien du tout. Déjà, ce n'est pas une crise grecque, c'est une crise de l'Europe, de ses institutions, de la façon dont l'Europe a été construite. Effectivement, ce qui n'honore pas l'Europe, c'est la situation dans laquelle la Grèce a été plongée suite aux politiques qui lui ont été imposées par certaines instances européennes, instances non élues d'ailleurs, je le précise et j'insiste. Je vais maintenant passer la parole à un camarade de Syriza Paris, et j'appelle Emmanuel Kosadinos. Chers amis, chers camarades, merci d'être là aujourd'hui à cette rencontre. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes ici
il y a des représentants de tous les partis de la gauche de conviction avec ou sans drapeau, des gens venant de collectifs, d'associations, des personnes que nous avons rencontrées lors de cette lutte contre l'austérité, contre la tyrannie de la dette odieuse que nous menons ensemble depuis plusieurs années maintenant. En France, en Grèce, dans plusieurs pays d'Europe, dans plusieurs pays du monde. Camarades, l'étape actuelle est une étape cruciale. Le gouvernement grec a été contré par les chantages les plus odieux. Chantage aux liquidités. Je vous signale que le jour même de cette réunion qui a duré 18 heures de l'Eurosommet, des menaces ignobles ont été énoncées de la part des représentants des pays de l'Europe de la finance. Chantage aux liquidités, chantage à la liberté du mouvement, chantage au respect du vote démocratique du peuple grec, avec des menaces implicites d'un renversement, des manipulations odieuses visant à mettre à la tête de la Grèce un gouvernement de pantins, un gouvernement de petits chéris de la social-démocratie européenne qui n'ont même pas réuni, même pas 10% réunis, une minorité infime de social-traîtres. C'est cela que le gouvernement de François Hollande chérit. Eh bien, le peuple grec, en donnant sa réponse retentissante par un référendum qui a donné 62% au non, se dressera comme un seul homme et mettra fin au projet de soumission et d'occupation de la Grèce. Cet accord est un accord pour nous tous qui sommes battus contre l'austérité, est un accord inacceptable. C'est un apport que le gouvernement grec a été contraint de signer par des procédés qui introduisent aujourd'hui dans l'Union européenne le racket comme mode de relations internationales. Nous devons nous opposer à ça. Cet accord va davantage approfondir la récession et la pauvreté en Grèce. Cet accord ne prévient en aucun cas à moyen terme la faillite de la Grèce ni son éventuelle sortie de la zone euro. La dette de la Grèce et la dette de plusieurs pays européens est une dette insoutenable. Cette dette ne sera jamais honorée. La différence réside dans ceci, que les représentants politiques de l'oligarchie financière souhaitent, avant qu'on arrive à la faillite, qu'on passe par une étape où seront démantelés les droits salariaux, où sera démantelée la protection sociale, où la richesse des nations et la richesse même des individus sera expropriée, sacrifiée sur l'autel des intérêts des grands groupes financiers. Contre ces projets de colonisation d'une grande partie du continent européen, tous les peuples d'Europe doivent se dresser et dire non. Les partis politiques de la gauche de conviction, les syndicats, les associations de citoyens devront constituer un large front de résistance pour nous opposer à ce projet. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous allons construire des remparts pour protéger les droits du peuple, les droits des classes travailleuses, le droit des peuples et des nations d'être maîtres de leur maison et non pas soumis aux dictats de la finance internationale. Merci d'être là, camarades, dans ce rassemblement, en cette rencontre qui n'est qu'une parmi plusieurs qui suivront. Ensemble, nous vaincrons. Merci Emmanuel, et vous savez, le comité central de Syriza aujourd'hui a voté contre cet accord avec une légère majorité. Voter contre aujourd'hui, c'est donc soutenir Syriza en France.
sociaux. Le Parlement grec a donc donné son feu vert à l'accord conclu avec Bruxelles qui prévoit de nouvelles mesures d'austérité en échange d'un nouveau plan d'aide à la Grèce. Mais le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, n'y croit pas à cet accord. Et il n'est pas le seul. Les Européens sont très sceptiques. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, milite toujours pour une sortie provisoire de la Grèce de la zone euro. Alors ce soir, eh bien, les Grecs peuvent un peu souffler, un peu. L'Eurogroupe accorde un prêt relais de 7 milliards d'euros à Athènes. Et de son côté, eh bien, la Banque centrale européenne relève ses liquidités aux banques grecques. Mais cet accord est-il viable? Et sinon, eh bien, quelle autre solution? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Manolis Kosadinos. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes militant de Syriza. Syriza, c'est le parti du Premier ministre grec Alexis Tsipras. Sophie de Menton, bonsoir. Présidente du mouvement éthique, entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance. Et vous êtes par ailleurs membre du Conseil économique, social et environnemental. Mathieu Plane, bonsoir. Directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis avec nous en direct d'Athènes, Théodore Forsakis, bonsoir. Vous êtes recteur de l'Université d'Athènes et député Nouvelle Démocratie. Nouvelle Démocratie, c'est le parti centre-droit qui a voté l'accord conclu avec Bruxelles la nuit dernière au Parlement. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter ces réactions dans les rues d'Athènes après l'adoption de l'accord au Parlement grec. Je pense qu'après la conclusion de cet accord, il y aura des problèmes pour le pays. Mais avec le temps, ces problèmes seront résolus, surtout si les choses changent en Europe. Bien sûr que nous avons besoin de ce renflouement, mais pas sous ces conditions. Elles sont dévastatrices pour l'économie grecque. On a besoin d'être renfloué, mais pas de cette manière. Ce sera difficile d'appliquer ces mesures, mais on n'a pas d'autre solution. Nous allons souffrir, nous avons perdu une bataille, nous avons perdu. Exactement comme ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui avait perdu. Manolis Kosadinos, il vous a trahi, Alexis Tsipras? Alexis Tsipras ne nous a pas trahis. Alexis Tsipras s'est battu pour honorer le mandat du peuple, pour honorer son pays, dans le cadre d'un rapport de force écrasant à 18 contre 1. Il a tenu long d'une séance qui a duré 18 heures. Ce qu'il a signé est le résultat d'une contrainte. Mais il avait dit, il y a ça 6 mois, il avait fait quand même des promesses aux Grecs. Il avait notamment promis une hausse du SMIC. On en est évidemment bien loin aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'avait pas à ce moment-là de vision, qu'il était irréaliste, parce qu'il se doutait bien qu'il y avait des contraintes quand même dans son environnement. Écoutez, il avait quand même des créanciers. Oui. Ah oui, non, mais pas de vision, c'est pas exactement irréaliste, comme ça. Vous diriez c'est quoi? que le parti Syriza, en étant dans l'opposition, n'avait aucun accès aux données logistiques de l'État. C'est pas gênant quand on devient dirigeant de ne pas avoir de données? Il avait quand même un minimum de données. Oui, c'est tout à fait gênant que le gouvernement précédent avait exclu, bloqué l'accès à toutes les informations pertinentes à l'opposition. Et c'est vraiment scandaleux, dirais-je, en termes de démocratie qu'un... Donc vous dites qu'il n'avait pas toutes les données entre les mains et c'est pour ça qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Aujourd'hui, la Banque de Grèce refuse de livrer certaines données au gouvernement, car le dirigeant, le directeur de la Banque de Grèce, est une personne qui a été mise en place par le gouvernement précédent. Théodore Forsakis, vous avez voté, vous, pour ce plan, comme tout votre parti, Nouvelle Démocratie. Vous estimez que c'est un bon plan? Ouais. Manolis Kosadinos, je voudrais qu'il réponde, si vous le voulez bien, Théodore Forsakis venait de dire, sur le fait que cet accord aujourd'hui est un accord beaucoup plus dur qu'il y a quelques mois et que Syriza finalement en est responsable et qu'il aura mieux fait d'accepter finalement l'accord il y a quelques mois qui prévoyait des mesures d'austérité qui étaient moins drastiques que celles d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Mais l'économie de la Grèce était dans une situation catastrophique bien avant que Syriza n'accède au pouvoir. Le PIB, ça fait rire M. Forsakis, ça fait pleurer beaucoup de Grecs qui crèvent de faim, je vous dirais, qui n'ont pas à se soigner. Il y a près de 30% de chômage. La structure, l'activité économique a décliné. Il y a 200 milliards de capitaux qui ont fui la Grèce pendant que la Nouvelle Démocratie est au pouvoir.
et moins de 40 lorsque Syriza est au pouvoir. Donc c'est tout à fait facile de refiler la patate chaude lors des élections et dire « Eh ben voilà, c'est vous qui êtes responsable ». C'est comme si on vous fait un état des lieux, vous arrivez dedans, vous trouvez la maison complètement délabrée, et ben vous dites ah ben non, c'est vous le nouveau locataire qui avait dégradé les lieux. Sophie de Manolis Cosadinos, est-ce que ça ne serait pas la solution, une sortie temporaire de la zone euro, revenir donc à la drachme, se remettre finalement à flot et puis repartir ensuite dans la zone euro, sans sortir de l'Union européenne d'ailleurs? Alors, deux observations. D'abord, une sortie temporaire, c'est à mon avis quelque chose d'illusoire. Il n'y a pas de sortie temporaire. S'il y a sortie, ce sera une sortie définitive. Deuxième observation, ce que M. Schäuble propose, ce n'est pas pour rendre service aux Grecs. M. Schäuble propose la sortie de la Grèce comme une première étape pour construire une autre Europe, une Europe avec des règles monétaires encore plus strictes qu'aujourd'hui, avec les droits sociaux encore plus réduits, avec des salaires plus bas. C'est ça le plan Schäuble. Et la France, sans toucher, si un tel plan serait mis en application. Le problème, c'est que ces fonds européens, ils ont été versés depuis des années et que, pardonnez-moi, mais l'utilisation... C'est le plan Juncker, il est censé être nouveau. Hein. Mais il est censé être nouveau, je suis bien d'accord. Sauf que à chaque fois qu'on a tenté d'aider aux investissements grecs, on a construit des autoroutes qui n'allaient nulle part. Je veux dire, il y a des morceaux d'autoroutes en Grèce qui partent d'un endroit et qui ne vont nulle part. Je veux dire, il y a eu une gestion aberrante des fonds européens. Donc, oui, écoutez, c'est très facile de soutenir des choses que les auditeurs ne sont pas en mesure de vérifier. Dites-moi, en quel endroit de la Grèce, quel tronçon d'autoroute et quand? Je ne l'ai pas, effectivement, vous avez raison, je ne l'ai pas là en tête, mais les investissements... Parce que c'est de la propagande, madame, ce que vous faites. C'est de la propagande. Le taux de croissance de la Grèce, pendant la période où il y avait des fonds européens qui étaient versés, c'était, en ce qui concerne en tout cas la région de la capitale, c'était le plus élevé en Europe. Il était de l'ordre de 11% en 2005. Les comptes ont été faux en permanence. Oh, bah écoutez, c'est pareil. Hein. Non, mais je suis pas là pour vérifier. On n'est pas là. Mais croyez bien que je n'ai pas du tout envie de critiquer la Grèce. Ce sont des pétitions de principe. Il n'y a aucune preuve sur ce que vous avancez. Sophie de Menton dit que c'est elle qui paye. C'est elle qui paye pour la Grèce. Je n'ai pas envie de vous enfoncer, j'ai envie que la Grèce s'en sorte. Bon, mais écoutez, si parce que vous payez, vous pensez que vous pouvez tout dire, moi j'ai qu'à me taire. Allez-y, madame. Non. Allez, on va reprendre une... Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, les Grecs? On leur a versé des fonds, ils n'en ont rien fait. Ils ont un peu menti. Mais quels Grecs, madame? Mais quelle? L'oligarchie, bien sûr, les plus riches. Et ceux-là, ils n'ont jamais mis la main dans la poche. Et je défie M. Fortsakis, qui est spécialiste en droit fiscal, quand il parle de réceptionner, de prendre des mesures pour réceptionner les investissements étrangers, à quoi fait-il exactement allusion? C'est un spécialiste qui nous en parle. Ce qui est incroyable, c'est que, quels que soient si on est libéral, on ne l'est pas, tout le monde dit, finalement, la potion de ces 5 dernières années n'a pas marché. Et moi, quand même, la question que je me pose, c'est qu'il y a quand même des économistes au milieu de tous ces gens-là, de la Troïka, etc. Il y a des gens du FMI, il y a des Européens qui sont ministres des Finances, ministres de l'économie, et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Mais bien sûr qu'ils se sont rendus compte. Mais c'est ça, non, mais pardonnez-moi, je ne comprends pas très bien. Tout le monde voit les chiffres, etc., mais eux, ils ne s'en rendent pas compte. C'est de la compétence, non, pas du tout. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté politique parce que nous avons aujourd'hui les documents du FMI qui écrivaient noir sur blanc que ce plan n'était pas viable. C'est de la manipulation politique. Ça ne peut pas être de la malhonnêteté puisque ça fait boomerang parce que ce plan qui ne fonctionne pas, avec des gens dont effectivement je me demande comment ils raisonnent et ce qu'ils comprennent de la situation, cet échec, ils vont le payer puisqu'ils veulent à tout prix maintenir la tête hors de l'eau de la Grèce, ce qu'on peut comprendre. Mais je ne pense pas que c'est leur objectif. Hein. Moi, je pars d'un point de départ tout à fait différent du vôtre. Hein. L'objectif de ces gens, ce n'est pas de tenir la tête de la Grèce hors de l'eau, c'est bien le contraire, c'est d'enfoncer la tête de la Grèce dans l'eau pour pouvoir ensuite vendre le pays à la découpe, aux intérêts privés et au passage s'en servir.
Alors là, ça vous étonne, si c'est ça, on n'a plus rien à dire. Mais c'est ce que pense la majorité du peuple grec. C'est bientôt la fin du débat. Théodore Fourtzakis, quand même, un mot, tous les deux, à Manolis Kozadinos. Également, non, on arrive bientôt au terme de ce débat. Une question quand même sur l'aspect politique. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers de nouvelles élections, des élections anticipées? C'est en tout cas ce qu'a dit ce soir le ministre grec de l'Intérieur. J'aimerais même dire une chose concernant la discussion qui vient d'être terminée. La Grèce souffre de deux mots, le populisme et le clientélisme. Il faut que les partis arrivent à dépasser ces problèmes, les résoudre et avancer et aller de l'avant sans tabou idéologique. Sophie Menton dit qu'il faudrait peut-être vous mettre sous tutelle. Oui, pendant un certain temps. La réponse à Sophie Menton est dans le dernier article de la Constitution grecque qui enjoint les Grecs de défendre leur liberté et leur indépendance par tous les moyens disponibles. Je persiste et je signe. Écoutez, il y a des choix dans la vie, hein, dans l'histoire des peuples aussi. Hein, et puis regardez un petit peu en arrière, 1940 par exemple. Théodore Fourtzakis, sur les élections, sur l'aspect politique, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers de nouvelles élections anticipées? Pour les élections anticipées, je pense qu'il faut quand même être clair et dire que ça, c'est une chose qui concerne le Premier ministre et le choix qu'il va faire. Nous sommes en Grèce dans une situation assez étrange puisque nous avons un gouvernement qui ne s'appuie plus en réalité sur une majorité parlementaire. Par conséquent, nous sommes dans une situation extrêmement précaire parce qu'on est dans une situation où le gouvernement fait passer ses lois en s'appuyant sur l'opposition. Et ça, c'est vraiment une situation qui ne peut pas durer. Le gouvernement ne peut pas continuer à agir à la carte. Il va devoir prendre ses responsabilités et décider on est en démocratie. Arrêtez de spéculer sur des choses qui n'existent pas. Vous avez longtemps spéculé. Vous avez longtemps spéculé. Aujourd'hui, vous avez perdu. Mais écoutez, déposez une motion de censure et puis les élections, on verra ce Oui, nous avons vu qui a censuré le gouvernement. Quand vous avez un gouvernement où la moitié des ministres sont contre, et au moment où le vote de la loi a lieu, le Premier ministre déclare je suis contre la loi, mais j'essaie d'un chantage. On s'entend plus maintenant, c'est bien le débat, mais là on s'entend plus, c'est la cacophonie, les téléspectateurs, ils zappent. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne...
Bienvenue dans le débat de ce soir. Après de longs pourparlers, les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés tôt ce matin sur le déblocage d'un peu plus de 10 milliards d'euros de nouveaux prêts à la Grèce. La mesure s'inscrit dans le cadre du 3e plan de sauvetage validé, souvenez-vous, en 2015, mais sans l'aide à l'époque du FMI, le Fonds monétaire international, qui a cette fois accepté l'idée, c'est bien la nuance d'une participation à l'effort de guerre après la validation par les Européens d'un mécanisme d'allègement de la dette. Ça paraît un peu compliqué, on va y revenir dans un instant. Une avancée après les nombreux efforts budgétaires consentis, et là c'est bien concret, par la coalition d'Alexis Tsipras. Ils sont nombreux: réforme des retraites, nouvelles taxes indirectes, accélération des privatisations. Ce nouveau plan inespéré pour certains conduira-t-il le pays sur la bonne voie, ou le contraindra-t-il encore à davantage de rigueur? Les Grecs pourront-ils un jour solder leurs dettes, et surtout à quel prix? Eh bien, on tente de répondre à ces nombreuses questions avec nos invités honneur aux dames. Pascale Joannin, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. À vos côtés, Xavier Timbaud, bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes directeur de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. En face de vous, Manolis Kosadinos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien membre de Syriza. Vous êtes président de l'association Grèce-France Résistance, fondée en 2014, assez récente. On va en parler dans quelques instants. Et puis en duplex d'Athènes, nous sommes également avec vous, Takis Bratsos. Vous êtes économiste et consultant. On va vous donner la parole dans un instant. On va revenir tout d'abord sur cet accord donc scellé à l'aube, un compromis des ministres des Finances de la zone euro lors d'un nouvel Eurogroupe. C'est quelque chose dont je n'aurais pas osé rêver il y a encore un mois. Écoutez tout de suite le président de l'Eurogroupe. C'est une très bonne nouvelle, car cela montre que le programme est à nouveau sur la bonne voie. La Grèce a énormément fait, et nous avons fait beaucoup de progrès. Le mécanisme européen de stabilité sera en mesure d'approuver le mémorandum d'entente et d'approuver ensuite la seconde tranche du programme. Le chiffre que nous avons indiqué pour cela est de 10 milliards 300 millions d'euros. Takis Bratsos, bonsoir. Vous êtes en direct d'Athènes. On vient d'entendre le président de l'Eurogroupe se féliciter de ce compromis, de cet accord arraché après des heures de négociation. Il est inespéré vraiment cet accord selon vous ? Non, selon moi, ce n'est pas un accord inespéré parce que Tsipras n'avait pas d'autre solution. Depuis un an, on connaît très bien que la Grèce n'a pas d'autre solution que de rester dans l'Europe. Donc, il était obligé de signer tout ce qu'on lui présentait. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il a signé tout. Et qu'est-ce qu'il a pris? Ça, c'est à voir dans l'avenir. Manolis Kosadinos, vous êtes d'accord avec cela? Il était contraint, forcé de signer écoutez, moi, je ne comprends rien à tous ces discours. Un discours qui veut qu'un gouvernement élu soit contraint d'aller contre le choix de son peuple, pour moi, ça ne s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle la dictature. Et précisément, c'est la dictature de l'eurozone en ce moment. Vous en pensez quoi de cette annonce, de ces annonces, de cet accord? Il y a une nouvelle tranche d'aide qui va être débloquée dès juin, plus de 10 milliards d'euros qui sont attendus. Oui, une tranche d'aide, on est dans la logique de l'absurde. On va débloquer une tranche d'aide pour que la Grèce puisse payer les amortissements du prêt. Tous les spectateurs qui nous entendent comprennent bien de quoi on parle là. Ou ne comprennent pas, c'est de l'absurde. Xavier Timbaud, vous êtes d'accord avec ça? C'est complètement absurde, où la Grèce avait quand même besoin de cet accord, besoin de cette nouvelle tranche d'aide. Disons qu'à partir du moment où la Grèce veut rester dans l'euro, alors c'est un débat un peu compliqué, mais si la Grèce veut rester dans l'euro, la condition est que la Grèce continue de payer ses dettes, les remboursements sur les dettes et les intérêts sur sa dette.
J'aimerais d'abord qu'on s'arrête quand même sur ce qui a été annoncé et qu'on éclaire tout cela. 10 milliards 3 d'euros d'aide qui vont donc être alloués à la Grèce. Une première tranche de 7 milliards et demi sera débloquée en juin prochain. Près de 3 milliards restants le seront ultérieurement. Tout cet argent contre quoi exactement? Qu'est-ce qu'il contient l'accord? C'est flou aujourd'hui. Les contreparties demandées. Comme tout le reste, tout est dans l'opacité, à huis clos, loin du regard des citoyens européens, comme tout le reste, comme tous les traités, comme le TTIP, etc., etc. Ce que je peux vous dire, c'est ce que contient la loi votée par une majorité, par le Parlement grec, enfin par une majorité très hétéroclite, comme Madame vient de le rappeler. Il faut se pencher là-dessus. Hein. C'est déjà, commençons par ce fameux mécanisme de la faucheuse, hein, parce que c'est comme ça que les Grecs l'appellent. Hein. C'est un mécanisme d'ajustement à déclenchement automatique qui doit ajuster l'excédent primaire exigé pour rembourser les créanciers à la hauteur des dépenses publiques, des salaires et des retraites. Et cela sans qu'aucune décision politique ne soit prise en contournant le gouvernement et le Parlement. Si on juge que ça, c'est une démocratie, mais écoutez, il faut redéfinir les mots. Expliquez-nous ce mécanisme, comment ça va fonctionner concrètement mécanisme automatique, c'est pas très clair. Hein. En fait, on ne sait pas très bien comment ça va fonctionner exactement. Ah, mais je peux vous dire très précisément. Bon, mais c'était une demande des Allemands qui exigeaient ce dispositif comme une forme de garantie, en fait, c'est-à-dire qu'une espèce de défiance, enfin, le mot est faible, des Allemands vis-à-vis des Grecs, et donc qui disaient que les Grecs ne vont pas tenir leurs engagements. Donc, pour assurer qu'ils tiennent leurs engagements, on va faire un schéma dans lequel, s'ils ne les tiennent pas, il y a automatiquement un certain nombre de coupes qui sont décidées. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est la constitutionnalité de ce genre de mécanisme. C'est-à-dire que si jamais il venait à être mis en œuvre, on a vu ça. Le fait de passer outre le Parlement, notamment. Le fait de passer outre le Parlement, et puis surtout d'être en rupture avec des contrats que, par ailleurs, l'État grec a signés avec un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est un débat qui a eu lieu chaque fois qu'on a voulu mettre en place des mesures de coupe automatique. Ça a été le cas aux États-Unis, par exemple. En fait, ces mesures de coupe automatique peuvent être votées, il peut y avoir une loi, mais le jour où on les met en œuvre, ceux qui sont censés bénéficier des contrats qui sont coupés peuvent se retourner contre le gouvernement en disant il y a rupture du contrat que j'avais et il n'y a aucune raison que je sois victime de cette rupture de contrat. Et donc à ce moment-là, généralement les cours constitutionnels déclarent inconstitutionnel ce genre de dispositif et renvoient le Parlement à sa responsabilité de dénoncer les contrats, de faire des lois qui viennent licencier des fonctionnaires par exemple et enclenchent donc une réaction politique, ou demande une réaction politique. Donc on est probablement face à ça. Les Allemands l'exigeaient, ils l'ont obtenu, mais si vous lisez ce que le FMI a écrit sur ce dispositif, en gros, ils jugent que ce dispositif est nul et non avenu. Par contre, il y a quand même un problème, qui est que dans le plan qui a été signé entre la Grèce et les partenaires européens et le FMI, il y a l'engagement de la Grèce à avoir un surplus primaire, un excédent primaire de ses comptes publics de 3,5 points de PIB. En 2018... On va peut-être voir un schéma, on a une courbe justement qui nous montre les excédents budgétaires et les déficits budgétaires. Magnifique. Ça peut aider quand on parle de chiffres. Les choses arrivent en 2018 au point qu'il est souhaité. Alors, ça c'est dans les prévisions. Il doit arriver à 3,5 en 2018 et puis ensuite, et c'est pour le moment le plan, rester à 3,5 on ne sait pas très bien quand, en 2060. Or, aujourd'hui, ce que dit le FMI, c'est que si on entérine ce plan, on est face à un risque majeur. C'est-à-dire que peut-être que la Grèce va arriver en 2018 à 3,5, mais maintenir ces 3,5 pendant 40 ans, pendant 30 ans, c'est très difficilement envisageable. Un nouvel accord de scellé après un Eurogroupe et des Grecs. Vous allez les entendre aux avis bien partagés. On les écoute tout de suite. On écoute une réaction. On y revient juste après. L'Eurogroupe fait les mêmes erreurs avec le gouvernement grec. Mais quoi qu'il se passe, M. Schäuble dit que sans le plan d'aide, la Grèce ne sera pas capable de payer sa dette. Alexis Tsipras a fait de son mieux.
C'est sûr qu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis, mais je crois que le gouvernement fait de son mieux. Il doit faire des compromis parce qu'il n'y a pas d'autre solution. S'ils font ce qu'ils se sont engagés à faire, et je parle des créanciers internationaux, pas de nous, car la Grèce a rempli ses engagements, alors quelque chose pourrait être fait, mais j'en doute sérieusement. Manolis Kostadinos, sur ces réactions assez mitigées des Grecs, on avait tout à l'heure notre correspondant à Athènes qui nous disait que la plupart des Grecs n'avaient même pas suivi ce qui s'était passé la nuit dernière. On est habitué à ce schéma qui se répète. Les Grecs sont toujours sous le choc du coup du coup d'État. On qualifie ça de coup d'État, ce qui s'est passé cet été, à la fois, je veux dire, le chantage exercé sur la Grèce par le chantage aux liquidités de la BCE et le revirement de ce gouvernement qui a totalement trahi ce pourquoi il a été élu et qui a pris des décisions contraires à ce pourquoi s'est prononcé le 63% de la population grecque lors du référendum. C'est un coup d'État. Donc les gens sont abasourdis, sont sous l'effet du choc, mais en même temps, il y a des grèves toutes les semaines quasiment. Là, il y a une grève illimitée qui a été annoncée par les dockers du Pirée et ça ne se passera pas comme ça. Le principal port d'Athènes qui dessert les îles grecques, les Cyclades notamment. On va revenir aux efforts consentis par les Grecs. Alexis Tsipras, son ministre des Finances aujourd'hui a salué un accord historique. Alexis Tsipras, on a le sentiment qu'hier il était détesté par les partenaires européens, par Bruxelles, et que son rapport aux Européens a peut-être changé. On le respecte, on l'écoute maintenant. Ça, c'est vrai ? C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, en janvier 2015, quand il a été élu, en effet, c'était un peu une personne différente, puisqu'elle venait d'un parti d'extrême gauche et qu'il avait dit qu'il faisait table rase de tout ce qui avait été avant, que tous ceux qui avaient été au gouvernement étaient usés et que lui, on allait voir ce qu'on allait voir. Alors, en effet, on voit qu'il y a un homme jeune qui essaye de faire des choses. Il y a eu beaucoup de bruit pour rien, c'est ça que vous voulez dire ? Mais voilà, il a été réélu parce qu'il a dissous le Parlement 6 mois après, en septembre. Maintenant, bon, il a en effet pas toute la liberté, et je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il ne fait peut-être pas ce qu'il avait dit qu'il ferait lorsqu'il a été élu. Mais si c'était que la Grèce qui était dans ce cas-là, je pense qu'il y a d'autres pays, et la France en est un autre. Pour le coup, pardonnez-moi, il ne fait pas du tout ce qui avait été prévu. Mais qu'est-ce qui compte le plus pour un dirigeant qui a été élu par un peuple ? Tenir ses engagements vis-à-vis des créanciers ou tenir ses engagements vis-à-vis du peuple qui l'a élu ? Vous dites il n'avait pas le choix. Le peuple, l'année dernière, je vous l'ai rappelé, a été assez schizophrénique, mais quand même, il lui a dit je revote pour toi, mais dans le même temps, je ne veux pas que tu ailles au clash avec l'Europe parce que nous voulons rester au sein de l'euro. Mais jamais cette question n'a été posée à aucun référendum. Vous inventez là. Non, elle n'était pas posée de cette façon-là. Elle n'était pas de cette façon-là. Mais moi, j'étais là, j'étais en Grèce l'année dernière. C'était pas ça la question du référendum. Non, le référendum, c'était une chose. Quelle était la question du référendum ? Mais il y avait des manifestations également à Athènes pour que Tsipras n'aille pas au clash. Avec 50 personnes. Non, pas avec 50 personnes. Des manifestations de 50 personnes, tous cravatés. Regardez les sondages. Regardez les sondages. C'est pas moi qui les fais. C'est les instituts. Mais les sondages ne valent que dalle. Regardez les résultats du référendum. C'est ça qui a valeur de loi. Oui, mais enfin, en tout cas, il avait quand même une obligation, c'est que, en effet, les gens ne voulaient pas quitter la zone euro. Une obligation imposée par qui ? Et c'est pas la question qui était posée au référendum. Moi, les engagements de Tsipras ne m'engagent pas, comme ils n'engagent pas le peuple grec. Cette dette, non seulement ne peut pas être payée, mais elle ne doit pas être payée par la Grèce. Parce qu'elle est illégale, illégitime, odieuse et insoutenable. Et ceci a été bien démontré dans le rapport de la commission de vérité sur la dette grecque, une commission émanant du Parlement grec, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet, car elle est en téléchargement libre, où c'est très bien expliqué comment ces prêts, le contrat de prêt, ces clauses, la façon dont ça a été mis en place, contrevient à la fois et aux règles de fonctionnement du FMI, de la Commission européenne, et viole les droits fondamentaux humains du peuple grec. Le droit à la dignité, à la santé, au logement, à l'accès égal aux soins. Donc cette dette ne doit pas être honorée.
Et il y a même une décision des Nations Unies en date de juillet 2015 qui stipule très bien, noir sur blanc, que c'est un droit inaliénable de tout État souverain de restructurer sa dette. Il faut quand même le rappeler, personne n'est responsable de la situation grecque, hormis la Grèce. D'accord ? Donc c'est personne qui a imposé à la Grèce la situation économique et la sienne. Ils auraient pu sortir de la zone euro. Oui, mais aujourd'hui, ils ont fait le pari, et Tsipras a fait le pari de l'euro. Ouais. Oui, c'est ce mais il n'a pas posé la question aux Grecs. Il n'a pas posé la question aux Grecs. Et donc, il n'empêche que il y a un moment où cette question pourrait être posée quand même. Parce que ces questions sont tabous aujourd'hui. On ne l'a pas posée aux Français non plus. On l'a posée à aucun peuple d'Europe. Ce sont des décisions qui se prennent d'en haut. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie? On se souvient de M. Varoufakis qui, lui, prônait le retour du drachme, qui a quitté, qui est parti. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie? Est-ce que la volonté des autorités grecques aujourd'hui de partir de la zone euro, elle est complètement envolée, partie en fumée depuis longtemps? Ce gouvernement-là, oui, il n'a jamais prétendu qu'il était pour la sortie de la zone euro. Enfin, ce Parlement aussi, le Parlement actuel. Enfin, je m'avance un peu sur la politique grecque, mais j'ai le sentiment... On voit très bien que les choses évoluent très vite. Il y a un cas de figure. Ils sont dans la zone euro. On va pas dire est-ce qu'ils veulent sortir, pas sortir, etc. Ils ont fait le choix d'y rester. À ce moment-là, il y a des conditions. Il y a une étape qui a été franchie parce qu'il y avait des besoins immédiats. Et sur la question de la dette, si j'ai bien compris, mais encore une fois, il y a une discussion qui va s'ouvrir à partir de l'automne pour voir en effet comment les choses se sont décantées au niveau grec. En effet, est-ce que ce qui a été annoncé va bien être mis en place? Parce que bon, le chat est chaudé, craint l'eau froide. Il faut quand même que les mesures qui ont été votées soient mises en application. Parce que c'est pas bien de dire on va voter la baisse des retraites, la hausse des taxes, mais il faut que la hausse des taxes soit effective. C'est pour ça qu'on attend avant de passer à d'éventuels allègements de dette. Et on a imaginé un plan avec le court terme, le moyen terme et le long terme. Il faut que les gens aient l'argent pour payer ces taxes. Parce que vous pouvez augmenter les taxes. Si les revenus n'existent pas, ces taxes ne seront jamais collectées. Voilà ce que veut dire une dette insoutenable. Manolis Kostadinos, un dernier mot. Le mot de la fin, je vous le laisse. Peut-être parler des Grecs aujourd'hui, un peuple qui souffre, on l'a dit pendant ce débat, qui va devoir encore mettre la main à la poche au vu des réformes qui ont été votées. Pour que les Grecs cessent de souffrir, il faut qu'il y ait un moratoire sur la dette, qu'il y ait la sortie de l'euro et la transition vers la monnaie nationale, qu'il y ait une nationalisation du système bancaire et des entreprises stratégiques et une croissance basée sur la redistribution, parce que ce n'est pas la croissance qui apporte la redistribution, mais, à mon avis, la redistribution qui apporte la croissance. Et en cela, je me pose à l'opposé de ce que M. Bratsos vient d'affirmer. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été mes invités pour revenir donc sur cette annonce de compromis après ce nouvel Eurogroupe. C'est la fin de ce débat.